Dans les sujets hors antenne sur lesquels on a échangé ensemble, tu m'as parlé des coûts cachés. Tu peux nous en parler plus en détail de ce sujet ? Les coûts cachés, ça impacte directement la rentabilité de l'organisation, aussi bien du point de vue business que du point de vue des collaborateurs et des collaboratrices. La rémunération en tant que telle ne va pas être un coût caché, mais une mauvaise politique de rémunération pourra être effectivement source de coûts cachés. La clarté de la communication, la transparence des processus de recrutement est fondée sur deux éléments. Un, la définition très claire des critères de sélection et d'autre part, le respect du RGPD. Pour se lancer dans l'intelligence artificielle en matière de RH, afin de pouvoir déployer des algorithmes, il va falloir commencer par avoir une base de données propre. Une fois qu'on a une base de données propre, structurée, actualisée, on va pouvoir commencer à jouer avec les algorithmes. Bonjour à tous, Julien Pibouré, cofondateur de l'agence Slashboom. Vous le savez, on lance un nouveau format qui s'appelle les incontournables du management et des ressources humaines où on part à la rencontre de professionnels, d'experts sur des sujets qui nous tiennent à cœur. Et on a décidé aujourd'hui de commencer cette première conversation avec Antoine qui va se présenter et nous expliquer comment ça se fait qu'il a accepté de partager ses 20 ans d'expérience au niveau des ressources humaines et nous aider à mieux comprendre cette fonction où souvent il y a parfois quelques incompréhensions. Salut Antoine. Merci Julien et merci pour l'invitation. Si j'ai accepté effectivement de passer côté caméra, c'est pour mettre à disposition des managers et des directeurs et directrices des ressources humaines des méthodes simples et opérationnelles qui permettent grosso modo deux choses. D'une part, d'augmenter la performance du business et d'autre part, d'accroître le bien-être et la performance des collaborateurs. Bref, je suis persuadé que par la vidéo, on va pouvoir avoir plus d'impact que dans les simples relations qu'on nourrit au fur et à mesure de nos missions, de conseils ou de séminaires. Donc j'espère que cette vidéo servira au plus grand nombre et que, au final, c'est l'économie et le bien-être qui en seront les grands gagnants. Bon, tu prêches un convaincu, moi je suis d'accord avec ce que tu dis, mais aujourd'hui, des personnalités qui parlent des RH, il y en a une quantité vraiment très importante. Qu'est-ce qui fait qu'on va avoir envie de t'écouter toi finalement par rapport à tout ce qui a déjà été dit sur le sujet ? Alors, ce qui fait que je prends la parole aujourd'hui et que j'aimerais que nous puissions avoir le plus d'échanges possible et le plus de personnes qui nous suivent possible, c'est le fait de proposer des solutions opérationnelles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de conversations avec des termes très souvent anglo-saxons autour du people care, de l'employer branding, de l'EVP, etc., Employee Value Proposition. Mais en réalité, derrière ces concepts qui nous réunissent tous, parce que le people care, ça compte, le branding, ça compte, l'Employee Value Proposition, ça compte. En réalité, ce qui manque, c'est du comment faire. Et donc, par ces incontournables du management et des ressources humaines, je pense que nous pouvons proposer des solutions concrètes à toutes les personnes qui suivront, voire participeront à nos échanges. Dans les sujets hors antenne sur lesquels on a échangé ensemble, tu m'as parlé des coûts cachés. Tu peux nous en parler plus en détail de ce sujet ? Alors effectivement, concernant les coûts cachés, quand on parle à des directeurs ou des directrices de ressources humaines ou des directeurs ou directrices généraux, le plus important, c'est quand même à un moment donné d'avoir des indicateurs. Et un des indicateurs qui est trop souvent passé sous silence, c'est le concept des coûts cachés. Alors, les coûts cachés, ça impacte directement la rentabilité de l'organisation, aussi bien du point de vue business que du point de vue des collaborateurs et des collaboratrices. C'est-à-dire que si on ne fait pas attention aux coûts cachés, on va perdre en rentabilité, donc c'est moins bon en termes d'image et d'indicateurs financiers, et on va également être moins en mesure de dégager des marges pour rémunérer les collaborateurs, que ce soit en salaire, en avantages sociaux, en nature. Les exemples de coûts cachés, ça peut être un mauvais recrutement, ça peut être des formations inappropriées, ça peut être une rémunération justement qui est mal gérée et qui crée un sentiment d'inéquité, d'injustice chez les collaborateurs, les conséquences du désengagement, ça peut être également l'absentéisme, ça peut être également les coûts liés aux entrées et sorties de collaborateurs en cas de fort turnover. Bref, il y a énormément de coûts cachés
Et ce que nous allons faire ensemble dans ces incontournables du management et des ressources humaines, eh bien c'est déjà identifier ces coûts cachés, les quantifier. Très bien, Antoine. Maintenant, je vais te partager des exemples que j'ai vécu dans ma carrière professionnelle. Tu vas nous dire justement si c'est, selon toi, des coûts cachés. Premier exemple qui me vient en tête, je postule, je candidate pour une offre d'emploi. J'ai pas de réponse du recruteur. Est-ce que c'est considéré comme un coût caché? Alors effectivement, le sujet des coûts cachés peut être décliné sur la thématique de l'absence de réponse à candidature. L'absence de réponse à candidature, c'est une des problématiques majeures pour les candidats, évidemment dans un premier temps. Il y a un aspect d'irrespect, parce qu'on prépare sa candidature, on y croit, parfois on engage sa vie personnelle, sa vie familiale, parce que l'emploi va nous permettre d'avoir une certaine intégration sociale. Mais c'est également un coût important pour les entreprises. C'est-à-dire que un candidat qui a été maltraité risque de cesser, bien sûr de postuler, mais d'être client. Donc un des coûts cachés non mesurés dans de trop nombreuses organisations, c'est l'absence de réponse à candidature, surtout lorsque les candidats sont allés au 5e ou 6e entretien. Et qu'ensuite, les candidats appellent, écrivent, et qu'ils sont confrontés à une fin de non-recevoir. En ne respectant pas les candidats, les entreprises perdent des clients. Ce coût caché doit faire l'objet d'une étude dont on doit parler en comité exécutif. Ne pas répondre aux candidats, c'est perdre des clients. Autre exemple qui me vient aussi comme ça me remémore quelques souvenirs. J'entre dans un nouveau poste, je fais ma période d'essai, d'accord. Je ne suis pas forcément aussi retenu sur la période d'essai. Est-ce que c'est considéré aussi comme un coût caché, ça? Alors oui, effectivement, et merci beaucoup de partager ton expérience. On a tous connu des périodes d'intégration plus ou moins réussies, et on a aussi tous vécu des situations dans lesquelles des personnes récemment recrutées quittaient l'entreprise dans les semaines ou les mois suivant l'intégration. Alors, les échecs de recrutement sont un des archétypes des coûts cachés pour les organisations. Et donc notre préconisation, c'est de suivre ces coûts cachés. Comment est-ce qu'on les calcule? Eh bien, vous pouvez déjà vous référer à Charles-Henri Dumont, directeur général de Michael Page au début des années 2000, qui, dans son ouvrage « Recruter les meilleurs », citait les coûts d'un mauvais recrutement en additionnant un certain nombre d'items qu'il va falloir suivre. Le premier item qu'il faut suivre, c'est déjà tout simplement le coût du processus de recrutement en lui-même, qui, étant un échec, va aboutir à un nouveau recrutement. Donc, c'est-à-dire tout le coût du recrutement va être finalement multiplié par 2 ou par 3 en fonction du nombre d'échecs de recrutement. Ensuite, il faut ajouter des coûts qui peuvent être parfaitement mesurés, liés au processus d'intégration. Mise à disposition d'un ordinateur, des badges de sécurité, les formations à l'intégration, l'accueil, le temps passé par le tuteur ou la tutrice pour accompagner le ou la nouvelle intégrée. Bref, tous ces coûts liés à l'intégration, ils sont très faciles à compter. Par exemple, nombre d'heures consacrées, on peut faire un taux horaire moyen. Et donc le coût de l'intégration, eh bien, il va non seulement être fort pour la personne en échec, mais également il va être doublé au moment du nouveau recrutement. Il y a également les coûts liés à la sortie de la personne qui aura échoué dans sa période d'intégration, notamment avec tous les enjeux de sécurité, récupération des matériels, récupération de toutes les habilitations, de tous les passes, pour faire en sorte que la personne ne continue pas à bénéficier de droits d'accès. Il y a également tous les coûts de gestion administrative, mise en paye, dossier de conclusion du contrat de travail et de rupture du contrat de travail. Et puis, il y a tous les salaires qui auront été payés. Et en général, lors des premières semaines ou des premiers mois d'intégration, le salaire payé n'amène pas véritablement une contribution forte de la part du collaborateur qui se retrouvera en échec à la fin de sa période d'essai. Au final, nous pouvons rajouter le coût lié à, par exemple, des mauvais résultats et la perte de clients externes. Si vous recrutez un nouveau ou une nouvelle commerciale et que cette personne échoue dans ses relations commerciales, eh bien, en sus de tous les coûts de gestion de l'intégration de la personne, des coûts liés au salaire, eh bien, vous aurez également des pertes liées à des clients insatisfaits. Bref, un recrutement raté, c'est une somme de coûts très importants que nous vous invitons à suivre en comité exécutif. On parle de coûts, donc d'argent bien évidemment. Est-ce que selon toi, il y a une certaine hiérarchie concernant ces coûts cachés?
Il y en a qui sont plus impactants que d'autres pour la stratégie de l'entreprise et qui peuvent, in fine, la mettre en difficulté. Alors effectivement, la hiérarchisation est fondamentale en matière de coûts cachés. Et je vais commencer par une hiérarchisation méthodologique. C'est-à-dire qu'en matière de coûts cachés, la première des priorités, c'est d'identifier le fait qu'il faut les suivre. C'est-à-dire qu'il faut formaliser dans une procédure managériale ou dans une procédure RH le fait que les coûts cachés vont être suivis. Donc il y a une priorisation méthodologique. D'accord. Ensuite, une fois qu'on a identifié l'importance des coûts cachés et qu'on s'est engagé à les suivre, finalement, la hiérarchisation des coûts cachés va se faire par les montants de coûts identifiés. Et chaque entreprise, grâce à son suivi quantifié des coûts cachés, pourra dire quelle est ma priorité. En matière de priorisation de coûts cachés, comme nous l'avons déjà évoqué sur de nombreuses thématiques, il s'agit donc de formaliser l'importance accordée aux coûts cachés. C'est-à-dire qu'il faut écrire dans une procédure, la direction des ressources humaines s'engage à suivre les coûts cachés liés aux erreurs de management ou de gestion des ressources humaines. Une fois formalisé cet objectif et cet engagement, il va falloir donc être très précis sur les modalités de décompte des coûts cachés. C'est-à-dire combien coûte une heure de temps d'intégration, combien coûte une heure de temps de sortie. Le plus simple pour commencer à suivre les coûts cachés, c'est de faire une moyenne horaire. Combien coûte, grosso modo, une heure de travail d'un collaborateur en charge des sujets d'intégration ou de sortie d'un collaborateur ou d'une collaboratrice de l'entreprise. Bref, une fois l'objectif fixé et les modalités de calcul déterminées, la hiérarchisation des coûts cachés va se faire tout simplement par le montant de chaque coût caché. Dans certaines entreprises, c'est le turnover qui va coûter très cher. C'est-à-dire qu'il va y avoir, sur 20 collaborateurs embauchés, à la fin de l'année, une dizaine qui n'est plus dans l'entreprise. Dans d'autres entreprises, ça va être le coût des contentieux, c'est-à-dire des collaborateurs qui vont quitter l'entreprise et qui vont attaquer l'entreprise pour des mauvaises pratiques managériales ou RH. À ce titre, j'ai un exemple dans un pays d'Amérique du Sud dans lequel il y avait 900 contentieux en cours pour une entreprise qui ne comptait que 300 salariés. Évidemment, la question c'est comment est-ce possible ? Eh bien, tout simplement parce que les contentieux en cours avaient lieu avec des salariés qui avaient déjà quitté l'entreprise. L'entreprise connaissait un fort turnover et les collaborateurs qui avaient quitté l'entreprise, il y avait maintenant 2 ou 3 ans de cela, avaient rejoint les demandes contentieuses des collaborateurs qui avaient bénéficié d'indemnités. Bref, tous les collaborateurs qui avaient quitté l'entreprise s'étaient sentis donc légitimes pour poursuivre l'entreprise devant les prud'hommes locaux. Autre coût caché important, cela peut être également le coût du désengagement. Le désengagement, c'est un concept un peu flou. Il faut que nous rendions la chose quantifiable. Bref, nous allons nous focaliser sur l'absentéisme. L'absentéisme, ce ne sont pas les collaborateurs qui sont en congé. L'absentéisme, nous allons le suivre au niveau de 2 indicateurs. Le premier, ce sont les indicateurs d'absentéisme pour maladie, c'est-à-dire tous les collaborateurs, que ce soit pour cause personnelle ou pour maladie professionnelle ou accident du travail, qui sont finalement absents de l'entreprise pour maladie au sens large. La deuxième chose, c'est l'absentéisme, dès lors qu'il n'y a cette fois même pas d'explication ou de justification. À partir du moment où on a cadré l'absentéisme de cette façon-là, on va tout simplement compter toutes les heures de travail non réalisées par les collaborateurs dits absents, c'est-à-dire qui ne sont pas au travail, soit pour raison médicale, soit sans justification. Et on va diviser le nombre d'heures d'absence par le total d'heures de travail théorique dans l'entreprise. Mettons, vous avez 10 salariés, chaque salarié travaille à peu près 1600 heures par an, vous avez donc un total de 16 000 heures de travail. Eh bien, si vous avez des salariés qui ont été absents 10 jours, on va faire 10 jours d'absence fois 7 heures de travail quotidienne. Donc ça fait 70, on va diviser 70
par 16 000 et vous allez avoir votre indicateur d'absentéisme. Cet indicateur-là, vous pouvez le quantifier, par exemple, en multipliant le nombre d'heures d'absence par les revenus moyens que vous attendez par une heure de travail de ce ou cette collaboratrice. Bref, que nous soyons sur le turnover, que nous soyons sur les contentieux, que nous soyons sur l'absentéisme et bien d'autres thématiques, l'entreprise va pouvoir hiérarchiser ses coûts cachés par rapport au montant qu'elle aura calculé. Bon, bien évidemment, Antoine, il y a la rémunération. Tout le monde en parle, parfois c'est même un sujet un petit peu tabou. Est-ce que c'est considéré aussi, selon toi, comme un coût caché ? Alors, la rémunération en tant que telle ne va pas être un coût caché, mais une mauvaise politique de rémunération pourra être effectivement source de coûts cachés. La politique de rémunération est un des enjeux fondamentaux de toute organisation. Les grands leaders ont réussi à entraîner des milliers de personnes derrière eux grâce à une politique de rémunération maîtrisée. Et toutes les grandes constitutions, et aujourd'hui encore au niveau de la Déclaration universelle des droits de l'homme, le principe de la rémunération est rappelé comme étant un principe fondamental. C'est le principe de rétribution de la contribution. Et d'ailleurs, pour les personnes qui nous suivent et qui sont dans un cadre juridique français, l'article 1 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 est souvent cité pour sa première partie. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Mais l'article 1 n'est pas terminé. La deuxième partie de l'article 1, c'est « Les distinctions sociales ne sauront être fondées que sur l'utilité commune ». C'est-à-dire que finalement, les distinctions sociales, bien, la rétribution, devra être fondée sur l'utilité commune, la contribution. Bref, à mal gérer une politique de rémunération, on va créer un sentiment de frustration extrêmement fort. Et une mauvaise politique de rémunération amènera à du désengagement, à du turnover, voire à des contentieux. Bref, la politique de rémunération, lorsqu'elle est mal gérée, est la source de nombreux coûts cachés. Bon, très bien, Antoine. Je pense qu'on est aligné avec ce que tu as dit. Il y a beaucoup d'informations, beaucoup de choses, je pense aussi à méditer pour les professionnels du secteur. Concrètement, en tant que recruteur, on commence par quoi ? Merci pour cette excellente question qui nous concerne tous, puisque le recrutement est l'acte fondamental avec l'idée du produit. Pas d'entreprise sans un processus de recrutement efficace. D'ailleurs, de nombreuses entreprises se développent ou cessent d'exister à partir du deuxième recrutement. C'est-à-dire que la direction générale, le directeur ou la directrice générale a eu son idée, a lancé sa boutique et la qualité de la deuxième personne qui rejoint l'entreprise, puis la troisième, etc. est d'autant plus fondamentale qu'au début, on n'est que 2 ou on n'est que 3. Le recrutement est un acte de direction générale. Alors, comment bien recruter ? Le recrutement est un acte de direction générale. Donc, voilà déjà une première solution à toutes les personnes qui rencontrent des difficultés dans leur processus de recrutement. C'est-à-dire qu'il faut accorder une importance fondamentale aux équipes en charge du recrutement. Les recruteurs doivent tout d'abord être formés au métier, aux produits de l'entreprise. Les recruteurs doivent connaître par cœur l'ADN, les réalités, les valeurs, les produits et les processus de production de l'entreprise. Une fois formés les recruteurs, il s'agit d'établir une distinction extrêmement claire entre la fiche de poste, qui est un document ultra détaillé, qui doit permettre de renseigner toute la base de données de l'entreprise, et l'annonce de recrutement, qui doit être un document impactant, qui doit être un document de communication très travaillé. Une fois l'annonce de recrutement parfaitement rédigée, c'est-à-dire qu'il faut une annonce de recrutement qui soit spécifique, authentique et unique. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, spécifique, authentique et unique ? Ça veut dire que si vous remplacez le nom de l'entreprise, votre entreprise, par exemple, vend des sodas. Eh bien, si vous remplacez
le nom de votre entreprise par une autre entreprise qui vend des sodas ou par une entreprise d'un autre secteur, votre annonce ne doit avoir aucun sens. Votre entreprise doit être retranscrite de façon authentique dans l'annonce. Si l'annonce est mal rédigée, vous connaissez la phrase dans le milieu anglo-saxon, garbage in, garbage out. Vous mettez quelque chose d'impropre en sortie ou en entrée, eh bien vous aurez en sortie ou en entrée quelque chose de sale également. Donc il faut une annonce parfaite. Pour bien recruter ensuite, il s'agit de focaliser l'analyse sur les compétences d'une part et les motivations d'autre part. Et là, c'est une des astuces que je vous recommande pour tout type de poste. Arrêtez d'utiliser le CV. Pour résumer comment ça marche, dès que vous recevez les candidatures, vous envoyez un mail type avec un certain nombre de questions qui permettent à la fois d'évaluer des compétences générales et les compétences techniques que vous voulez évaluer. Cela personnalise le processus de recrutement. Imaginez, chaque candidat, une fois qu'il a envoyé sa candidature, reçoit un mail d'une adresse mail individuelle sur laquelle il peut répondre. Vous imaginez déjà la différence avec beaucoup de processus de recrutement où les adresses mail sont génériques. Et en plus d'avoir une adresse mail individuelle, personnalisée, le candidat ou la candidate est invité à répondre à des questions. Il y a des mises en situation pour lesquelles il sait comment il va être évalué. Bref, vous rendez le processus de recrutement authentique, individuel et lisible. À partir du moment où vous avez adressé des questionnaires individuels et brefs aux candidats, ceux qui vous répondent cochent déjà un certain nombre de cases en termes de motivation. Et donc, vous améliorez la qualité de votre présélection. Une fois les réponses reçues, vous analysez les réponses, vous détectez et vous classez les compétences par rapport aux mises en situation que vous avez proposées, et vous avez ce qu'on appelle une shortlist. Vous allez pouvoir prioriser sur les meilleures candidatures pour organiser d'une part les entretiens de sélection et d'autre part les réponses individuelles à toutes les candidatures. Les entretiens de sélection vont être organisés avec les meilleurs candidats issus de la présélection. C'est-à-dire que vous n'allez pas voir tout le monde, vous allez voir le meilleur ou la meilleure issue de la présélection. Donc si ça marche avec la première personne, allez, vous pouvez voir une deuxième personne si vous voulez. Mais bref, vous allez pouvoir optimiser la gestion de votre temps en matière de sélection pour recruter la bonne personne. Et toutes les autres personnes qui sont sorties bien classées, avec des compétences qui vous intéressaient mais qui ne sont pas retenues parce qu'il n'y avait qu'un poste, eh bien vous pouvez leur faire un mail très simple, très opérationnel, en leur disant « Votre candidature était excellente, il se trouve que nous n'avions qu'un poste à pourvoir et d'autres étaient plus excellentes que la vôtre. Si vous voulez un débriefing, n'hésitez pas à nous contacter. Nous vous expliquerons exactement les tenants et les aboutissants de la décision qui a été prise à votre endroit. » Je vais terminer avec ce point. La clarté de la communication, la transparence des processus de recrutement est fondée sur deux éléments. Un, la définition très claire des critères de sélection et d'autre part, le respect du RGPD. La définition très claire des critères de sélection, c'est essentiel, aussi bien pour que les candidats puissent se positionner, puisque la meilleure façon de recruter, c'est de faire en sorte que les candidats se sélectionnent eux-mêmes. Est-ce que cette annonce me correspond ou pas? Et pour que les candidats se sélectionnent eux-mêmes, il faut que les critères de sélection soient clairs. Je vais vous donner un exemple, vous qui nous regardez. Je suis sûr qu'un salaire de 10 000 € net par mois, dans une ville de province magnifique, avec un accès à la mer d'une part, à l'accès à la montagne d'autre part, avec finalement beaucoup d'entraînement et de formation pendant la semaine, un esprit d'équipe extraordinaire et de belles valeurs. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous se disent « Ce poste, il m'intéresse, pourquoi pas postuler ?» Alors effectivement, si vous faites une annonce floue en disant que vous êtes bien rémunéré, que vous avez un cadre de vie de qualité, qu'il y a des formations au long de la semaine et qu'il y a des valeurs, vous allez vouloir postuler. Mais si on vous explique que c'est pour être talonneur dans une équipe de top 14 de rugby et qu'en réalité vous allez porter sur votre dos 900 kilos de votre équipe et qu'en face vous aurez 900 kilos de l'équipe d'en face,
La clarté du poste fera que ne postuleront que les personnes qui ont effectivement la compétence pour être talonneur ou pilier dans une équipe de rugby. Bref, plus votre annonce est claire, plus vous allez recruter les bonnes personnes. La deuxième chose, c'est le RGPD. Bien recruter, c'est-à-dire répondre à chaque candidature, c'est être conforme au règlement général de protection des données. Et notamment aux articles 5 et 6 du RGPD. L'article 5, donc, bien recruter, c'est être conforme, respecter la loi, et notamment le règlement général de protection des données. Les articles 5 et 6, par exemple, du RGPD, qui sont absolument structurants. L'article 5, c'est que toute donnée collectée doit l'être de façon légale, loyale et transparente. Légale, loyale et transparente, cela veut dire que vous allez expliquer aux gens comment vous utilisez leurs données. Donc si on vous a envoyé une candidature, expliquer pourquoi vous avez retenu ou pas la personne, c'est expliquer comment vous avez utilisé les données. Et pour rappel, l'article 6, c'est l'article qui indique que pour utiliser les données d'une personne, il faut avoir recueilli son consentement. Quoi de mieux pour recueillir le consentement d'une personne que de lui expliquer comment on a utilisé ces données. Voilà quelques idées qui vous permettront, j'en suis sûr, de déployer des processus de recrutement efficaces et éthiques. Quel est aussi ton avis, toi, en tant que professionnel, sur le tsunami qu'on vit maintenant depuis plusieurs années, sur le sujet des IA notamment, et de l'outil le plus connu, ChatGPT. Qu'est-ce que tu en penses? L'avènement de l'intelligence artificielle et de ChatGPT est effectivement une des révolutions majeures de notre temps. Et en tant que professionnel du management ou des ressources humaines, il nous faut absolument nous intéresser au sujet et en tirer le meilleur. En matière d'IA, d'une part, en matière de ChatGPT, d'autre part, même si effectivement les deux ont des frontières communes. Je voudrais commencer par l'IA. En matière d'intelligence artificielle, ce qu'il faut se dire, c'est que à ce stade, et je vais peut-être dire quelque chose qui est justement un peu à contre-courant de tout ce qui est dit en ce moment, les ressources humaines, aujourd'hui, n'ont pas franchi le cap d'une utilisation optimisée de l'intelligence artificielle. Et donc, la première des solutions que je préconise, que j'ai pratiquées, et que aujourd'hui j'enseigne ou que je conseille à mes différents clients, c'est d'avoir une base de données propre. C'est-à-dire que pour faire de l'IA en management des talents et de l'organisation, en ressources humaines, il faut avoir une base de données propre. Or aujourd'hui, de nombreuses entreprises, j'ai envie de dire très nombreuses, sont confrontées à des problèmes de qualité de données RH extrêmement importants. Je vais vous donner deux exemples. Vous avez par exemple le bilan social. Le bilan social tous les ans monopolise les équipes RH, les équipes data, pendant parfois des semaines entières. Parce que les données qui sont récupérées dans un système ne sont pas les données qu'on a dans un autre système. Je vais vous donner un deuxième exemple. Au moment des politiques de rémunération, des revues de rémunération tous les ans, eh bien également, les bases de données avec la rémunération des collaborateurs ne sont pas les mêmes entre les bases de données paye, les bases de données business, les bases de données budget, les bases de données rémunération, voire les bases de données gestion de carrière. Donc, le premier des points sur lequel je tiens à attirer l'attention de toutes les personnes qui nous écoutent, c'est déjà de se mettre au clair avec les sources de données dans l'entreprise. Le constat de certaines lacunes en matière de données RH dans les entreprises doit évidemment être suivi de solutions. La première des solutions, c'est de revaloriser le rôle des équipes paye et administration des données du personnel, gestion des temps. Et vous voyez, j'ai dit administration des données du personnel. Je n'ai pas dit administration du personnel. Chaque mot compte. Donc, première recommandation, c'est de valoriser toutes les personnes en charge de la paye, du suivi des temps et des suivis des données des collaborateurs. Ensuite, c'est de rajouter la notion de poste et de métier. C'est-à-dire que dans les bases de données, il faut bien sûr suivre les informations concernant les collaborateurs, mais il faut également suivre
les données concernant les postes. Quand est-ce qu'un poste est créé? Quand est-ce qu'un poste est fermé? Quand est-ce qu'un poste est pourvu? C'est-à-dire qu'on a recruté sur ce poste. Quand est-ce qu'un poste est de nouveau vacant? Quelles sont les compétences utiles dans le poste? Bref, la deuxième recommandation, c'est effectivement de lister toutes les données que vous allez vouloir suivre dans votre base de données. Et ces données, je vais vous donner une petite piste, elles se classent en une dizaine de catégories. Des données d'identité, des données administratives, des données judiciaires, des données de santé, des données d'expérience, des données de formation, des données de compétences, des données de connaissances, des données de motivation et des données de disponibilité. À partir du moment où vous commencez à organiser le suivi des collaborateurs d'une part, des candidats également, et des postes d'autre part, autour de ces catégories de données, d'une part, vous allez avoir des informations solides sur les personnes et les postes de votre entreprise, et d'autre part, vous allez avoir la possibilité de mettre en relation les postes et les personnes, de faire du matching. Bref, pour se lancer dans l'intelligence artificielle en matière de RH, afin de pouvoir déployer des algorithmes, il va falloir commencer par avoir une base de données propre. Une fois qu'on a une base de données propre, structurée, actualisée, on va pouvoir commencer à jouer avec les algorithmes. ChatGPT est une révolution également pour les fonctions managériales et de ressources humaines. D'une part, parce que candidats et collaborateurs vont pouvoir accéder à ChatGPT pour proposer des contributions au recrutement. Comment évaluer un candidat qui aura utilisé ChatGPT? Dans l'entreprise, quel rôle attribuer à ChatGPT dans les propositions de contribution? Bref, ChatGPT aujourd'hui doit tout simplement faire l'objet d'un cadrage. C'est-à-dire qu'il faut se réunir dans l'entreprise et se poser la question de l'utilisation de ChatGPT par les différents acteurs de notre organisation. Les candidats ont-ils le droit ou non d'utiliser ChatGPT? Jusqu'à quel point les collaborateurs vont-ils pouvoir utiliser ChatGPT? Comment vont-ils l'utiliser? Aujourd'hui, se réunir et se poser la question de l'utilisation de ChatGPT au sein de l'entreprise est une étape fondamentale, un brainstorming pour savoir quoi faire de ChatGPT. Qu'est-ce qui fait aussi, selon toi, qu'on s'aperçoit beaucoup en France, notamment sur tous ces sujets? Tu sais, on est beaucoup, on a du mal à adopter, on est un peu réfractaire, on a un train de retard, littéralement, par rapport à ce qui se fait dans les pays anglo-saxons. Ne parlons même pas, je pense, de ce qu'il y a en termes de capacité d'adoption, notamment aux États-Unis. C'est dû à quoi, ça? Que les recruteurs, parce qu'il y a aussi un usage qui se fait beaucoup en privé, dans les entreprises. Des gens qui ont des licences privées sur des outils d'IA et qui partagent aussi des données ultra sensibles pour les entreprises. Comment ça se fait, selon toi, qu'on ait un tel retard concernant cette adoption? Alors, je ne sais pas quelle est la pratique tendancielle en France par rapport à d'autres pays. Ce dont je me rends compte, c'est en tant que praticien, c'est des apports extrêmement importants de ChatGPT pour de l'efficacité, de la collecte, du screening, mais en même temps les risques monstrueux qui sont liés à cette pratique. On se retrouve dans les impacts traditionnels que l'on étudie concernant les NTIC au début des années 2000, donc les nouvelles technologies de l'information et de la communication, entre finalement les opportunités et les menaces. ChatGPT présente un grand nombre d'avantages pour toutes les pratiques de management, pour toutes les pratiques de ressources humaines, que ce soit au recrutement, que ce soit en gestion juridique individuelle ou collective, que ce soit en formation, que ce soit lors de séminaires, que ce soit pour organiser la politique de rémunération. ChatGPT peut permettre énormément de gains de temps et présente des idées, des solutions qu'on ne peut pas ne pas, en tout cas, prendre en considération. Maintenant, les risques sont monstrueux. C'est-à-dire que l'utilisation des données partagées avec ChatGPT n'est claire pour pas grand monde. Et
on ne sait pas à quel point les données partagées avec ChatGPT sont consultées potentiellement par des acteurs qui peuvent être des concurrents ou voire tout type d'acteurs, voire des acteurs qui peuvent rentrer dans des logiques de piratage de données, de hackage, de phishing, etc. Bref, aujourd'hui, ChatGPT présente des opportunités extrêmement importantes avec des risques qui sont tout aussi significatifs. C'est pourquoi je reviens sur cette préconisation que je faisais. Concernant ChatGPT, il s'agit de se réunir au sein de l'organisation, de partager les idées et de définir une politique interne de recours ou non à ChatGPT, que ce soit en matière de ressources humaines, de management au sens plus large, mais également de business. Bon, on arrive à la fin de cet échange, Antoine, très nourri. Moi aussi, j'ai appris plein de choses sur ce sujet. On a parlé des coûts cachés, on a disséqué pas mal d'exemples aussi, de cas concrets sur ce sujet. J'ai l'impression, finalement, tu nous proposes une véritable révolution. Alors, le terme révolution, moi qui aime beaucoup Sergio Leone et notamment le film Il était une fois la révolution, j'ai toujours du mal à l'utiliser parce qu'on sait que la révolution, ça va avec beaucoup de potentielles pertes et drames. Mais effectivement, si on prend la révolution au sens physique, c'est-à-dire se retourner finalement sur soi-même, envisager les choses d'une autre façon, alors oui, effectivement, on est sur une révolution que j'aimerais synthétiser dans le changement peut-être de concept. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de ressources humaines. Effectivement, c'est un terme qui est rentré dans les mœurs, mais je pense que avec notamment les enjeux de bien-être que nous connaissons aujourd'hui d'une part, et qui intéressent tous les DRH et tous les managers, et d'autre part les enjeux de data que nous connaissons aujourd'hui, je crois qu'il faudrait aujourd'hui parler de management des talents et des postes. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas être forts dans notre métier si d'une certaine façon notre titre ne couvre pas toute l'étendue de nos responsabilités. La responsabilité d'un ou d'une DRH, c'est de mettre en relation les postes et les personnes. C'est d'assurer que l'entreprise dispose quantitativement et qualitativement des bonnes compétences, du bon cœur de compétences. Bref, le métier de DRH, c'est la mise en relation des besoins de l'entreprise, de l'offre de l'entreprise et de l'offre des candidats et des besoins des candidats. On est sur une relation candidat-entreprise. Bref, il s'agit absolument d'intégrer pour moi dans le titre de DRH aussi bien les postes que les motivations des personnes. C'est pourquoi je proposerais de passer de la notion de GRH, gestion des ressources humaines, à la notion plus complète de management des talents et des postes. Bon, on termine. Moi, j'aime bien toujours laisser une petite bouteille à la mer, une pastille, que les gens puissent passer à l'action. Qu'est-ce que ça serait, selon toi, le conseil numéro 1 que tu pourrais transmettre aux gens qui nous écoutent sur tous ces sujets? Alors oui, pour tous les amis passionnés de management et de ressources humaines ou de gestion des talents et des postes, ce que je préconise, c'est vraiment de commencer par identifier ce qu'on appelle le cœur de compétences. Donc, je vous invite à vous renseigner sur la notion de cœur de compétences qui a été définie par Coimbatore Prahalad et par son collègue de recherche et de travail qui s'appelle Gary Hamel. Donc, Prahalad et Hamel ont défini cette notion de cœur de compétences qui permet aussi de réfléchir avec Michael Porter, un des pontes du management, et qui met en évidence à quel point l'avantage compétitif d'une entreprise peut être tout particulièrement détenu dans sa capacité à avoir des compétences exceptionnelles. Bref, quand on va faire du management, si on est en mesure de bien inscrire factuellement dans une procédure, quelle est finalement la compétence, quelles sont les compétences clés pour l'entreprise, eh bien on va avoir notre boussole, notre étoile du berger. Le cœur du compétence, c'est ce qui va organiser toute l'action de la direction talent et métier de l'entreprise. Puisque on va se dire, tout ce que je vais faire, que ce soit au recrutement, en formation, en engagement, en motivation, c'est pour m'assurer que telle ou telle compétence est au sein de l'entreprise. Par exemple, si je travaille dans une entreprise qui fournit de l'information en matière de RSE, de responsabilité sociétale et environnementale,
Eh bien, mon cœur de compétence, ça va être l'information, finalement la data, le screening d'informations, la recherche d'informations. Donc, je vais pouvoir lister toutes ces compétences sur une feuille. Et d'autre part, je vais également lister les compétences côté RSE. Tout ce qui va être responsabilité sociétale et environnementale de l'entreprise, développement durable, écologie, engagement des collaborateurs, durabilité. Bref, je vais lister sur une feuille un certain nombre de compétences qui vont être mon étoile du berger, mon objectif stratégique fondamental en tant que directeur ou directrice des talents et des métiers de mon organisation, c'est-à-dire faire en sorte que l'entreprise dispose quantitativement et qualitativement des bonnes compétences pour, performer en termes de business et en réalité, satisfaire les clients. En effet, c'est d'ailleurs aussi un sujet qui te tient à cœur, le cœur de compétences. Dans ton ouvrage que tu prépares sur ces sujets, est-ce que tu peux nous en parler très rapidement pour commencer un peu à susciter l'intérêt des personnes qui nous écoutent là-dessus? Oui, merci, effectivement. Donc, pour résumer, un ouvrage, c'est jamais facile à rédiger. Toi-même, tu le sais. Oui. Et donc, j'ai commencé à écrire cet ouvrage en 2011, après déjà une dizaine d'années de carrière. Et je me disais que ce serait fini à la fin de l'année. Là, pour le coup, on a vraiment avancé. L'objectif de cet ouvrage, qui va s'intituler « Pour une DRH performante, le management des talents et des postes dans les organisations ». Donc, le titre simple, c'est « Pour une DRH performante ». L'objectif de cet ouvrage, c'est tout simplement de mettre à disposition des directions générales et des directions des ressources humaines des outils très, très factuels, très opérationnels pour mettre en place la politique de formation, mettre en place la politique de rémunération. C'est vraiment du pas à pas. Voilà, je suis face à une feuille blanche. Comment j'organise ma politique de rémunération, mes relations sociales, mon droit du travail, mon administration des données du personnel et des métiers. Voilà, bref, c'est un ouvrage de pas à pas qui a à la fois une vision globale, c'est-à-dire que l'ensemble des thématiques de management de l'entreprise est abordé, et en même temps, on a un côté extrêmement spécifique sur l'ensemble des métiers, que ce soit paye, rémunération, recrutement, marque employeur, etc., etc. Et il va sortir quand? Eh bien, c'est dans les. C'est bientôt. C'est pour bientôt, c'est pour bientôt. Bon, merci à toutes et tous pour ce premier échange avec Antoine, très nourri. On espère que c'est un format qui vous a plu. On aura l'occasion d'en refaire, je pense, très régulièrement parce que ça permet d'aller vraiment en profondeur sur ces sujets. On vous retrouve très prochainement pour une nouvelle conversation captivante avec Antoine. Merci. Merci Antoine. Au revoir.